Les acteurs ne vous disent pas toute la vérité. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'été. Vous savez, un peu ces vidéos presque hors série que je fais pendant que je suis en vacances. Elles sont un peu différentes de ce que je vous propose d'habitude et j'espère qu'elles vont vous plaire. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un sujet qui est en lien avec le cinéma et les séries, mais surtout le cinéma, parce que ça demande plus de moyens. Ce sont les acteurs et plus principalement leur santé et le sport qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on voit souvent des acteurs se mettre en forme extrêmement rapidement. Ils donnent des interviews où ils disent qu'ils ont mangé telle chose et tel truc et on pense qu'on peut faire pareil, ou alors on se pose des questions sur le fait que ce qu'ils font est naturel ou pas. Je vous mettrai du coup dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des sujets qu'on va aborder, et je me suis aussi permis d'aller un peu au-delà pour parler des sujets qui sont un peu liés au sport, parce que c'est un truc qui m'intéresse, le sport de manière générale, la santé, donc faire une vidéo qui lie ça au cinéma, ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que ça va l'être pour vous. D'ailleurs, j'ai utilisé les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux concernant cette thématique. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Plein de films sont dispo dans le monde entier, sauf chez nous malheureusement, comme par exemple les Gardiens de la Galaxie 3 qui est déjà dispo sur les Disney+ de tous les pays du monde. Vous pouvez y avoir accès simplement, efficacement et avoir de l'avance sur quasiment tous les films. De même pour une série comme The Bear qui n'arrive que dans quelques semaines chez nous, la saison 2 qui est vraiment formidable. Oui, je l'ai déjà vu, franchement je vous la conseille. Vous avez donc la VOSTFR, la VF dans plein de pays voisins comme la Belgique, le Canada, outre-Atlantique et même la Suisse. Et vous avez même accès à des compétitions sportives comme des courses automobiles. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, avec environ 2 € par mois avec un VPN en Inde, en Argentine. Ça vaut le coup si vous consommez beaucoup YouTube comme moi. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La vérité est que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là et je me voyais mal faire une vidéo sans faire de recherche scientifique concernant ces sujets. Parce que le sport, c'est aussi une science, la santé, c'est de la science et j'avais pas envie de juste vous donner des éléments que j'ai lus dans des articles. Du coup, c'est pas vraiment ma vidéo aujourd'hui, c'est la vidéo de quelqu'un d'autre en soi. C'est la personne qui va m'aider à évoquer ce sujet. C'est le créateur de contenu Geek and Fit que je laisse se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Geek and Fit, comme tu l'as dit, enfin plutôt je m'appelle Gaïs Galaya, puisque Geek and Fit c'est le nom de ma chaîne, de mes réseaux sociaux. Et ce que je fais, c'est avant tout de la vulgarisation des sciences du sport et de la nutrition. J'ai évidemment un diplôme, contrairement à pas mal de coachs sur internet, voilà. Je fais du coaching également, tout ça. J'ai un diplôme en fait qui est un BPGEPS. Alors c'est quoi un BPGEPS? C'est pas un diplôme ultra important, etc., universitaire, mais ça me permet de coacher des gens dans la légalité. Et au-delà de ça, je me suis énormément renseigné sur la littérature scientifique, j'ai essayé de comprendre par moi-même comment ça se passait, sur l'épistémologie, etc. Et aussi, du coup, j'ai essayé d'appliquer cette rigueur aux sciences du sport, au fitness, à la musculation. Et c'est ça que je propose sur mes réseaux sociaux, apprendre des choses qui soient vérifiées par la science. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'on pourrait résumer mon travail. J'ai choisi Geek and Fit pour ces vidéos parce que c'est quelqu'un qui fait du contenu qui est vraiment basé sur la science. Il fait beaucoup de debunking en utilisant des vrais arguments scientifiques, de recherche. Et vu que le sport et la santé pour moi c'est une science, et ça l'est de manière générale pour tout le monde, il me fallait quelqu'un qui fasse ce travail de recherche avant tout et qui puisse dire aux gens ça c'est faux, ça c'est vrai, avec des vraies ressources. Le premier sujet important que j'avais envie d'évoquer et qui sera évidemment utile pour la suite de la vidéo, ce sont les fameux stéroïdes. Vous le savez, à Hollywood, il y a un énorme tabou concernant les stéroïdes. Personne n'ose avouer qu'ils en prennent. Et à certains moments, nous, même si on n'est pas spécialiste du sport, on se dit que c'est pas possible. Certains en admettent en avoir pris à l'époque, comme Schwarzenegger ou Stallone, et plein d'autres que Geek and Fit citera, mais que lorsqu'on voit des gens comme Kumail Nanjiani qui ont une évolution de dingue, Chris Pratt, Chris Evans, Michael B. Jordan, c'est des gens qui nous font poser des questions. Ces gens-là et plein d'autres acteurs qui vont être cités dans cette vidéo, c'est des gens sur lesquels on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont naturels ou pas? Et la réponse est un peu plus compliquée que ça. Donc la question est-ce que la majorité des acteurs hollywoodiens de cinéma prennent des stéroïdes? Je ne sais pas si la majorité des acteurs utilisent des stéroïdes, mais c'est obligatoire que certains en utilisent parce que justement, en fait, c'est une industrie. Et comme c'est une industrie, faut qu'il y ait des résultats et il faut que ça aille vite. Je me souviens de l'exemple de Tobey Maguire qui a avoué, qui est un des seuls d'ailleurs à avoir avoué, qu'il prenait des stéroïdes. Donc oui, la personne qui fait Spider-Man, qui a pas l'air si musclé que ça, pourtant, par rapport à, je sais pas moi, maintenant des Chris Evans ou des Chris Hemsworth, The Rock ou
des gens comme ça, elles prenaient des stéroïdes. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut se dire que personne est véritablement à l'abri. Alors le truc, c'est que comment discriminer les personnes qui prennent des stéroïdes de ceux qui n'en prennent pas, ça va être assez difficile. Pour une simple et bonne raison, c'est que, comme on l'a vu avec Tobey Maguire, ça donne pas forcément des résultats incroyables. C'est juste que ça permet d'aller plus vite ou d'avoir le niveau requis alors qu'on n'a pas forcément la bonne génétique pour. On a des gens par exemple comme Iron Quest qui sont bien plus musclés encore une fois que Tobey Maguire. Je donne son exemple à Iron Quest parce que je pense que c'est vraiment un très gros niveau qu'on peut avoir naturellement et je suis sûr qu'il est naturel. C'est un autre youtubeur et confrère d'ailleurs si jamais au cas où. Mais tout ça pour dire que on peut pas déterminer vraiment à l'œil qui est dopé ou pas, qui était juste quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel physique naturel en dessous d'un certain seuil. Ce seuil-là, il y en a un qui l'explose vraiment très facilement, c'est The Rock. The Rock, je suis sûr qu'il est dopé. C'est évident. D'ailleurs, toutes les stars du catch sont dopées, voilà. En tout cas, toutes celles auxquelles on pense quand on pense catch, type John Cena ou alors Batista, tous ces mass monsters, comme on dirait, ce sont des personnes qui sont dopées et qui prennent des stéroïdes. Ensuite, il faut voir au cas par cas. Un des indices des stéroïdes anabolisants, c'est qu'on a généralement une ceinture scapulaire plus développée, c'est-à-dire des épaules qui font un petit peu comme des noix de coco, comme on dit dans le monde de la musculation, un haut de pec qui est vraiment très saillant, des trapèzes très développés. Ça permet généralement de différencier un pratiquant naturel de quelqu'un qui s'est dopé justement, puisqu'on a en fait des récepteurs aux stéroïdes anabolisants, à la testostérone de façon générale, qui sont plus importants sur les muscles de la ceinture scapulaire. Alors typiquement, Mark Wahlberg dans No Pain No Gain, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que il a pas des muscles si développés que ça. Alors, on va me dire, si, et je suis d'accord, il est vraiment très stock. Mais ces muscles-là en particulier, le haut de pec, les trapèzes, les épaules, sont pas aussi développé qu'un pratiquant dopé. En revanche, pour Zac Efron dans Baywatch, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de muscularité à ces endroits-là, même s'il a l'air d'être un petit peu moins massif que Mark Wahlberg, voilà, il est plus sec et il a des épaules, un haut de pec, des trapèzes qui me semblent vraiment balèzes. Donc, j'aurais plus tendance à penser qu'il est dopé. Évidemment, c'est pas une science exacte. Si ça se trouve, il a des points forts là-dessus, et en fait, je le juge vraiment de façon inéquitable, injuste. Typiquement, Henry Cavill, The Man of Steel, pour moi, il est à la zone grise. Il a une grosse muscularité, il semble avoir peut-être quelques marqueurs, et en même temps, ça va. Je pense que c'est un physique qu'on peut atteindre naturellement si on est très doué. Ça va être un petit peu le cas pour beaucoup des gens dans cette liste. Voilà, tu m'as envoyé quelques acteurs, type Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Chris Evans, des gens comme ça. Autant Hemsworth, selon moi, il a vraiment un physique très stock et vraiment ces marqueurs-là, donc je pense qu'il prend des stéroïdes. Autant pour l'essentiel de ces personnes-là, je pense qu'à chaque fois, on peut être dans une zone floue, une zone grise. Maintenant, est-ce que le fait qu'on puisse atteindre ce physique naturellement veut dire qu'ils l'ont atteint naturellement? C'est là que la question se corse. Comme j'en avais déjà parlé avant, il y a des contraintes dans l'industrie hollywoodienne, et notamment le cas Tobey Maguire est assez parlant de ce côté-là. On peut tout à fait avoir l'impression qu'il a un physique atteignable naturellement, et c'est d'ailleurs probablement le cas, mais il a été obligé de prendre des stéroïdes. Évidemment, par contrainte de temps. On peut pas prendre 15 kilos de muscle en 3 mois. Même 5, c'est difficile si on s'y consacre pas de façon pleine. Alors, bien sûr, ce sont des gens qui sont payés pour ça, qui ne font que ça toute la journée, donc c'est encore plus facile pour eux d'avoir ça, donc peut-être que c'est possible sans stéroïdes. En fait, c'est là où véritablement on peut pas savoir. Pour moi, si je dois donner mon avis, je pense que l'essentiel prennent au moins des petites doses de stéroïdes parce qu'ils sont encadrés par des spécialistes, qu'ils ont l'argent pour pouvoir se permettre de surveiller leur constante de santé, et parce que y a des millions en fait, qui sont en jeu. Donc, ils vont pas s'asseoir là-dessus, ils préfèrent mettre toutes les chances de leur côté. La vérité, c'est ça, c'est que le cinéma est un travail logistique énorme. Toutes ces gigantesques productions de cinéma dépendent du fait que les acteurs soient prêts à temps. Et s'ils ne le sont pas, c'est des millions qui sont perdus. Donc, psychologiquement, quand t'es acteur, c'est difficile de refuser de prendre des stéroïdes, je pense aussi. Par contre, beaucoup d'acteurs nous le disent régulièrement, ça en interview. Récemment, c'était pour la transformation physique de Jonathan Majors, où il disait que son régime alimentaire, c'était poulet brocoli, comme souvent d'ailleurs. Hugh Jackman avait le même discours, et surtout les 6000 calories par jour. Mais est-ce que ça, c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible de prendre du muscle, perdre du gras? Est-ce que c'est faisable même physiquement? Et tout ça de manière naturelle. Est-ce qu'on peut prendre 6000 kilocalories par jour et prendre en masse et perdre en graisse? Si on ne fait que s'entraîner toute la journée, c'est possible. Pour la majorité des gens, je ne pense pas. Et je vais même dire que même si on ne fait que s'entraîner toute la journée, c'est
énorme, c'est quasiment surhumain. En fait, il faut être un athlète ou avoir une génétique d'athlète de très haut niveau pour pouvoir se le permettre. Je vais prendre un exemple. Michael Phelps disait qu'il mangeait à peu près entre 10 et 12 000 calories par jour. Mais en fait, pour être capable de digérer entre 10 et 12 000 calories par jour, de pas se faire de blessures parce qu'on entraîne à fond nos muscles, nos tendons, etc., il faut avoir déjà une résistance hors du commun. Alors on va me dire, oui, 10-12 000 calories, c'est quand même pas 6 000, c'est le double. Oui, et un être humain, on va dire standard, on consomme pas plus de 3 000, même quand on est très très costaud, quoi. Faut avoir de bonnes capacités de digestion pour se taper ça, alors qu'on prend une diète clean. Quand on prend du poulet et brocoli, manger 6 000 kilocalories par jour, c'est énorme en termes de volume alimentaire, etc. En fait, tu passes littéralement ta journée qu'à bouffer et à faire du sport. Et il faut avoir la récupération adéquate et il faut que ton corps soit capable tout simplement de faire face à ça. Moi, j'allais m'entraîner par exemple au Japon aux alentours de 5 heures par jour pendant, on va dire, des périodes de 10 jours, quelque chose comme ça. Au bout de 3-4 jours, même si je dormais bien, même si je mangeais bien, je commençais à me faire des blessures. Je parle de kendo, c'est-à-dire mon art martial, donc on se fait des blessures, évidemment, on se tape dessus, mais même des blessures simplement d'usure, d'avoir mon tendon d'Achille qui commence à me faire mal alors qu'on se tape pas sur le tendon d'Achille, au bout de 3 ou 4 jours. Eux, ils le font pendant quelques mois. Ça me semble dingue, en fait. Ça me semble juste fou. Et effectivement, quand on sait que les stéroïdes permettent d'avoir une bien meilleure récupération, à mon avis, c'est un cache-misère. C'est effectivement pour pas avoir à parler du fait qu'ils prennent des stéroïdes, ce qui rendrait ce régime beaucoup plus sensé, beaucoup plus probable, parce qu'encore une fois, on augmente nos capacités de régénération. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, comment est-ce qu'on cache les effets secondaires des stéroïdes au cinéma? Alors, comment cacher les effets secondaires des produits dopants? Alors, les stéroïdes, souvent, il va y avoir des effets secondaires, mais pas tout le temps. Si on est chanceux déjà, on ne les a pas, tout simplement. Et surtout, sont souvent des effets secondaires qu'on peut bien cacher, notamment avec les effets spéciaux à Hollywood, tout ça. Faut comprendre que la seule chose véritablement qui va peut-être pouvoir être gênante pour un film en termes d'effets secondaires, parce que les effets secondaires, on va avoir des poils qui poussent, potentiellement une perte de cheveux, les testicules qui rétrécissent, des problèmes au foie, etc. Mais le seul truc qui véritablement peut être un problème pour des acteurs à ce niveau-là, c'est plutôt les boutons d'acné. Et l'acné qui peut véritablement être très prononcé. Voilà, on a des cas de personnes qui ont pris des stéroïdes et qui ont eu des poussées d'acné horribles, quoi. Ça peut être un souci au niveau esthétique. Tout le reste, on peut se mettre des perruques ou alors se faire des opérations pour les cheveux. On peut trouver plein de stratagèmes. On voit pas les testicules à l'écran, heureusement, voilà. Et ce qui se passe au niveau du foie, malheureusement, ça impacte la vie d'un acteur, mais ça ne se voit pas sur le plateau. Masquer les effets des produits dopants, c'est relativement simple, sauf les boutons d'acné, mais je pense qu'avec le maquillage et les effets spéciaux, on les voit pas trop. Mais lorsqu'on parle de stéroïdes, on parle souvent du Jackman par exemple, parce qu'on le voit récemment se remettre en forme pour Deadpool 3. Il est plus tout jeune, pas comme à l'époque, ça fait 23 ans qu'il a la première fois endossé le costume entre guillemets de Wolverine. Est-ce qu'à cet âge-là, c'est pas essentiel entre guillemets de passer par des stéroïdes? On l'a aussi vu pour des gens comme J.K. Simmons par exemple. En fait, il faut comprendre que la musculation, c'est pas très dangereux comme sport, et donc on peut en faire jusqu'à un âge très avancé. Il y a des gens qui jusqu'à 70, 80, 90 ans font de la musculation. Donc c'est tout à fait possible en fait de s'entraîner de façon même très intense. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traumatisme, on se rentre pas dedans. De façon générale, c'est juste soulever lentement. T'as pas besoin de soulever vite pour avoir de gros muscles. Faire de la musculation, faire du bodybuilding, faire du sport pour l'image, c'est pas du tout dangereux pour la santé. Évidemment, les effets négatifs des stéroïdes sur les personnes qui prennent en âge peuvent être mitigés si on y fait attention, etc. Ça restera jamais totalement bien pour la santé. Ça va abîmer au fur et à mesure le système cardiovasculaire, mais ça va. Voilà, on peut réussir à manager les effets négatifs quand on a beaucoup d'argent et des chimistes derrière pour essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas trop mal. Clairement, le risque zéro n'existe pas, je le recommande pas, et surtout, c'est peut-être accessible à ces personnes-là qui ont énormément de fric à dépenser dedans, mais pour le commun des mortels, niet, je le précise. Quand on arrive à 55 ans et plus, on n'est pas obligé de prendre des stéroïdes en fait. Quand on a des acteurs comme Hugh Jackman ou même des Stallone, etc., qui sont vieux, qui ont au-dessus de 55 ans et qui doivent prendre du muscle, non, ils sont pas obligés de prendre des stéroïdes, surtout s'ils ont fait du sport avant dans leur vie ou même toute leur vie. C'est-à-dire qu'en fait on a un phénomène de mémoire musculaire et c'est possible de regagner du muscle. Maintenant, est-ce que eux ils en prennent pas, surtout pour arriver à de tels niveaux de muscularité? J'ai comme un doute quoi, je peux pas dire. Ils ont encore une fois beaucoup d'argent. En tout cas, c'est sûr que ça va être plus difficile de construire autant de masse musculaire qu'un genou pour quelqu'un qui a 55 ans ou plus,
et qui n'a jamais fait auparavant de musculation. Et parfois, on a des acteurs comme Christian Bale qui font des yo-yo en termes de poids. Ils passent de machiniste à Batman Begins en quelques mois. Est-ce que c'est pas hyper dangereux pour la santé? Est-ce que c'est faisable aussi? Pour rappel, Christian Bale se nourrissait d'une boîte de thon par jour plus une pomme pour de machiniste. Alors Christian Bale, il est vraiment connu, effectivement, pour ses transformations hyper impressionnantes, super rapides. C'est pas bon pour la santé. Se nourrir que d'une boîte de thon et d'une pomme, tu vas pas avoir tout tes apports. Oui, ça fait perdre du poids, mais c'est dangereux. Oui, on peut y arriver sans produits dopants. Voilà, ça je pense que oui, si on y consacre sa vie. Mais faire le yo-yo comme ça, ça va avoir des conséquences à long terme en fait. Déjà, on va plus avoir tous nos micronutriments. Et ça va être compliqué à terme. Peut-être qu'en fait, les réserves qu'on aura épuisées suite à nos transformations physiques, on mettra des années à les regagner. Je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais très souvent, on est obligé quand même de prendre des surdoses de vitamines pour revenir à des niveaux, par exemple, de B12 qui soient satisfaisants. Plein de trucs comme ça qui sont pas ouf. En plus, à long terme, il se peut que, par exemple, si on commence à prendre beaucoup de poids, on fasse beaucoup de cellules adipeuses. Si on fait beaucoup de cellules adipeuses, ce qui se passe, c'est que, comme on sait que les cellules adipeuses, leur nombre, en fait, ne va jamais diminuer à partir du moment où on a dépassé un certain point. En fait, à partir du moment où on crée de nouvelles, elles peuvent diminuer en taille mais pas en nombre. Eh bien, on peut avoir potentiellement des effets négatifs sur la faim à long terme. C'est-à-dire que si on allait à un poids très très haut, ce sera beaucoup plus facile de revenir ensuite à un poids très très haut parce qu'on va avoir ces cellules adipeuses qui peuvent se re-remplir et qui semblent, voilà, je ne suis pas sûr à 100% suivant la littérature scientifique, mais il semblerait qu'elles puissent sécréter des hormones qui nous fassent avoir plus faim. C'est un peu un moyen de péter sa condition physique à long terme. Il est acteur de cinéma. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je peux pas le dire. Mais pour le corps, faire ça alors que tu n'as pas de bonne justification, c'est pas top. Et maintenant, est-ce que ce poids du corps type machiniste ou Joker côté Joaquin Phoenix, est-ce que c'est sain pour la santé? Est-ce que c'est sain d'être très très maigre? Non, ça ne l'est pas. Voilà, on a plein de fonctions métaboliques en fait qui ralentissent. L'organisme essaye de se concentrer sur les fonctions vitales. Donc on a moins de testostérone, on a moins de plein de trucs en fait, plein d'hormones qui circulent. Et ça fait que on peut se retrouver avec des petits problèmes d'humeur, des baisses de libido, enfin là je parle dans le cas d'hommes, mais ça peut être aussi le cas d'ailleurs chez les femmes. D'ailleurs les femmes, elles, peuvent perdre leurs règles, peuvent avoir beaucoup de problèmes hormonaux, avoir des cycles menstruels qui sont perturbés évidemment si on n'a plus de règles. Ça peut créer du coup aussi ce qu'on appelle la triade de l'athlète, ça fait de l'ostéoporose. Moi, je vais jamais recommander aux gens ni d'aller dans la maigreur, ni d'aller dans l'obésité. Les deux sont problématiques à terme pour la santé. Ça semble logique, mais avoir un taux de masse grasse pour les hommes entre 10 et 15%, et pour les femmes, en règle générale, c'est 10% de plus, donc entre 20 et 25%, semble être l'optimal pour la santé. Évidemment, ça va varier suivant les individus. Certains vont bien s'en tirer à 8-9%, certains, ça va plutôt être 17%. C'est variable suivant plein de choses, mais dans l'ensemble, entre 10 et 15%, c'est quand même bien pour ta santé. Et est-ce que c'est possible de grossir proprement, entre guillemets? Christian Bale, il le dit souvent, lui, il bouffait des burgers pour son poids dans Vice, il s'en fichait de comment il grossissait. Tom Hardy disait la même chose, il s'enchaînait les burgers, mais en même temps, il disait qu'il mangeait de manière clean pour son rôle dans Bane. Est-ce qu'on peut grossir proprement sans prendre de muscles? Je dirais qu'en fait, cette question n'a pas vraiment de sens, puisque si on grossit sans prendre de muscles, on prend de la masse grasse, et peu importe en fait les aliments qu'on va utiliser pour prendre de la masse grasse, ce sera pas sain pour la santé. Bien sûr que si on se met à prendre que des burgers qui sont pauvres en micronutriments, on va avoir potentiellement d'autres carences en plus. Mais le fait de grossir avec des aliments sains, ça garantit pas du tout qu'on va grossir proprement. En fait, ça va quand même nous apporter plein de problèmes de santé, puisque, encore une fois, c'est le fait d'avoir de la masse grasse qui fait qu'on a des problèmes. Et en plus, ce sera beaucoup plus difficile, en fait, parce que la plupart des aliments entiers, qu'on dit sains pour la santé, qui sont pauvres en graisses saturées, etc., ce sont aussi des aliments qui apportent beaucoup plus de satiété. Si on se dirige pas vers des aliments qu'on appelle ultra palatables, hyper palatables, je dirais d'ailleurs plutôt, enfin en tout cas des aliments qui sont plutôt mous, des aliments industriels, ça va être super dur de prendre du poids, et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande souvent à mes coachés, ceux qui font du muscle de façon difficile, ceux qui ont du mal à prendre du poids, d'être un petit peu souples sur leur diète et d'intégrer des aliments qui pourraient sembler être mauvais pour la santé, mais qui en réalité se retrouvent adaptés à leurs objectifs, c'est-à-dire grossir. Channing Tatum a souvent dit en interview que lorsqu'il faisait Magic Mike, il ne comprenait pas comment les gens de la vraie vie, entre guillemets, la vie normale, pouvaient avoir une transformation rapide et aussi impressionnante, alors que lui fait ça à temps plein. Lui, c'est son travail et il était étonné que des gens y arrivent en ayant d'autres activités à côté. Donc est-ce que c'est possible? Une transformation physique rapide et impressionnante, c'est
possible. On peut y arriver, on peut arriver en 3 mois à faire de super résultats si on est à fond là-dedans, même si on a un job à côté, etc. Puisqu'en fait, c'est pas parce que tu vas t'entraîner 5 heures par jour que tu vas plus réussir à faire du muscle. On a des capacités limitées, sauf si, évidemment, on prend des produits anabolisants qui nous permettent de récupérer de façon bien plus importante. Donc oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que c'est tenable dans le temps ? C'est ça la vraie question. Tu veux pas te transformer physiquement une fois et puis après revenir à ton physique d'avant, voire pire. Et ça, justement, c'est là où s'arrêtent la plupart des coachs Instagram. C'est-à-dire qu'ils te font une transformation physique rapide en 3 mois, qui est véritable. Les gens se transforment physiquement, ils sont costauds. Mais en fait, le régime et la façon de s'entraîner est tellement pas tenable à long terme que la majorité des gens rechutent super vite. Et moi, je préfère les transformations physiques qui sont longues, qui sont durables dans le temps, en mettant en place de petites habitudes au fur et à mesure, en faisant en sorte d'améliorer son entraînement et en le casant dans une routine de vie tenable, on peut arriver à avoir un bon physique à long terme. On peut arriver à avoir un bon physique même à vie. Pas faisable donc du coup, il me semble, sauf si on s'intéresse à des résultats à court terme. On a pas mal parlé de bodybuilding, mais est-ce que quelqu'un comme Tom Cruise aujourd'hui, qui est clairement pas un gars extrêmement musclé, comment est-ce qu'il se met d'après toi en forme pour des films comme Mission Impossible où il y a beaucoup de cascades ? En fait, pour faire des cascades, des choses comme ça, je pense que Tom Cruise utilise des méthodes d'entraînement qui se rapprochent de quelque chose comme le crossfit, quoi. C'est-à-dire qu'il va essayer de combiner plein de mouvements, plein de choses qui peuvent le préparer à plein d'éventualités. Donc avoir un bon cardio, avoir aussi plein de formes d'entraînement, donc de la pliométrie par exemple, qui va consister à faire des sauts, et puis une forme aussi d'entraînement résistance lourde, donc un petit peu plus qui va se rapprocher du powerlifting ou de la musculation, et puis d'autres trucs un petit peu plus fonctionnels. J'aime pas trop le terme d'entraînement fonctionnel, mais souvent c'est facilement compréhensible. Plein de types d'entraînement différents, préparés en fait à toutes les éventualités qu'il va avoir sur un tournage. Je pense du coup qu'il faut un bon cardio, bonne résistance à plein de types de stimulation dans tous les sens de ses os et de ses ligaments. La façon que j'aurais encore une fois de le préparer, ça ressemblerait à du crossfit, ça ressemblerait à des entraînements qui changent régulièrement, beaucoup de types d'entraînement dans ces semaines. Je pense que tout le monde aurait intérêt à intégrer différentes modalités d'entraînement et pas se contenter de faire de la musculation, du bodybuilding pour être capable d'avoir les meilleurs bénéfices possibles. On a plein d'études qui nous montrent que avoir un bon cardio et avoir des muscles bien résistants, bien forts, et c'est ça qui nous aide à avoir une bonne longévité. Je rajouterai à ça que l'entraînement explosif chez les seniors, donc c'est-à-dire faire des sauts, des choses comme ça, aller très vite, faire de la pliométrie, c'est ce qui aide le plus les seniors à faire moins de chutes. Faire moins de chutes, avoir un meilleur équilibre, ça permet généralement de survivre plus longtemps. Voilà, parce que quand on se casse le col du fémur, c'est pas très rigolo. On a beaucoup parlé d'hommes parce que c'est souvent eux dans la sphère médiatique hollywoodienne qui prennent, d'après le public, des stéroïdes. Mais les femmes dans l'équation, est-ce qu'elles doivent prendre des stéroïdes pour leur transformation ? Elles font quasiment tout du sport pour se mettre en forme dans un film, mais c'est moins visible musculairement qu'un homme. Donc c'est quoi la situation par rapport aux stéroïdes et surtout par rapport à un accouchement ? On sait que le corps d'une femme change beaucoup par la suite. Niveau sport et remise en forme pour le cinéma, qu'est-ce que ça donne ? Alors je pense que les problématiques des femmes sont sensiblement les mêmes que celles des hommes, à ceci près qu'on exige moins d'elles qu'elles aient un physique très musclé. Il y a des stéroïdes spéciaux pour les femmes. On pense très souvent à l'Anavar. Par exemple, l'Anavar c'est vraiment un produit connu parce qu'il semblerait limiter les effets androgènes et pouvoir permettre une meilleure prise de muscle. Mais je pense pas que l'essentiel des femmes à Hollywood prennent des produits anabolisants. Je pense tout simplement qu'elles s'entraînent dur et que ça suffit à avoir un physique désirable à l'écran. Parce que, on va pas se le cacher, la plupart des films hollywoodiens s'axent sur un physique désirable, ou en tout cas désiré par la majorité de la population. Une question très intéressante, c'est est-ce que c'est plus difficile après avoir donné naissance, après un accouchement ? Et oui, ça l'est. Justement, il faut faire une rééducation du périnée, des choses comme ça. Et ce qu'on remarque dans les études scientifiques, il y a beaucoup plus de fuite urinaire sur des efforts violents quand on a accouché. C'est un des facteurs clés, les fuites urinaires, notamment dans le powerlifting. Faut pas en avoir honte, etc. C'est comme ça, c'est la nature. Mais ça arrive plus fréquemment et donc ça devient plus difficile. Je pense néanmoins qu'elles sont très bien accompagnées par de très bons personal trainers qui ont justement une attention particulière pour tout ce qui est périnée et à mon avis, elles souffrent pas trop de ces problèmes-là non plus puisque les efforts les plus importants qu'elles fournissent sont pas des efforts de grosses barres de powerlifting. C'est pas soulever 100, 200 kilos. Donc à mon avis, c'est plutôt safe, mais je pense aussi que il peut y avoir des petites difficultés qui vont se rajouter comme ça. Autre point intéressant, quand elles sont enceintes et qu'elles ne s'entraînent pas, les femmes perdent pas mal de muscles et ça peut être un petit peu long
à retrouver derrière en termes de conditions physiques. Donc ce qu'on recommande, ça je le dis voilà pour les gens qui regarderaient ta chaîne et qui voudraient savoir, c'est de pas arrêter le sport durant la grossesse. Peut-être arrêter genre 8, 9e mois quand ça devient vraiment très compliqué. On voulait donc aborder ces questions ensemble. Encore une fois, merci à Geek & Fit pour avoir participé à cette vidéo. Ces connaissances sont super utiles. J'espère que cette vidéo un peu différente vous a fait plaisir. Mais avant de partir, à Geek & Fit, dis-nous comment les gens peuvent te soutenir, comment ils peuvent en apprendre plus sur le sport et dis-nous comment te suivre aussi. Alors on peut me suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Pour me soutenir, c'est simple, hein. Soit vous me prenez un coaching, soit vous allez voir, je propose des formations ou des posters. Enfin voilà, je propose des trucs qui sont faits par mes soins où j'ai rassemblé beaucoup de littérature scientifique pour vous aider à atteindre vos objectifs. J'essaye de rendre ça vraiment accessible au plus grand nombre. Par exemple, je propose des programmes sportifs à prix libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent, ils ont accès au programme sportif, donc ça peut même être 0 dans un premier temps et puis après ils regardent le programme sportif, ils se disent ah tiens ça peut m'aider ou ça m'a aidé, je vais lui donner des sous plus tard. Moi mon objectif c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux connaissances. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, ma formation l'anatomie des guerriers, c'est quelque chose qui va te coûter 30 € pour avoir 4 heures de vidéo, plus 200 pages de PDF, de dessins que j'ai fait moi-même, voilà, anatomiques, et de schémas que tu peux réutiliser. Bon, si jamais, j'en sais rien, t'es professionnel du sport ou j'en sais rien, des trucs comme ça, j'ai laissé aussi des schémas anatomiques avec des flèches pour montrer comment fonctionnent les muscles, que tout le monde est autorisé à utiliser. Quant à mes futurs projets, j'aimerais bien continuer ma chaîne YouTube. Je suis en pleine rédaction d'un livre. J'espère faire en sorte d'avoir un illustrateur pour pouvoir lancer un Ulule et pour pouvoir faire en sorte d'apporter la science au plus grand nombre. Et aussi, que tout le monde puisse s'entraîner de façon correcte à, encore une fois, un prix raisonnable. En tout cas, encore une fois, un plaisir vraiment d'être passé sur ta chaîne. Ça me touche que tu aies pensé à moi pour cet épisode-là. J'espère que toutes ces connaissances que j'aurais pu vous apporter, ça vous servira ou que ça vous aura intéressé. Comme j'ai l'habitude de le dire, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à Geek & Fit et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai envie qu'on puisse en débattre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats critiques et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.